Salut à tous, je suis Flavio le Estival et aujourd'hui je vais vous poser une simple question. Connaissez-vous toutes les maisons d'origine valérienne dans l'univers du Trône de Fer? Et la réponse pourrait sûrement vous surprendre. Que vous soyez un fan de la série ou des spin-offs ou du lore de l'univers de Song of Ice and Fire, voire de toutes ces choses à la fois, il est probable que vous n'ayez sûrement jamais vu la plupart des emblèmes des maisons qui ornent la miniature de cette vidéo. De la même manière qu'avant House of the Dragon, beaucoup n'avaient jamais entendu parler des Velaryons, qui existent d'ailleurs actuellement dans la timeline de la série principale, mais qui n'y sont tout simplement pas représentés de par leur père d'influence à travers les âges. Depuis le fléau de Valyria en passant par la conquête d'Aegon ainsi que la danse des dragons jusqu'à la timeline de la série principale, plus de 10 maisons valériennes contenant 3 branches cadettes ont peuplé ou peuplent encore Westeros. Donc sans plus attendre, je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi toutes les maisons valériennes de Westeros, ainsi que leurs histoires, leur origine, leur destin, ainsi que pour certaines, leur chute. La maison Targaryen, feu et sang. Il est impossible de commencer cette vidéo sans parler de la maison royale ancestrale et certains diraient même légitime des 7 couronnes du trône de fer. La date de fondation de la maison Targaryen est inconnue. On connaît seulement d'eux qu'ils étaient une puissante famille de seigneurs dragonniers, déjà établis depuis des générations dans l'ancienne Valyria, et que Daenerys la rêveuse, la fille du seigneur Aenar Targaryen, a prédit le fléau de l'Empire dans une vision prophétique, un rêve dragon. Cet acte poussa Aenar Targaryen à fuir la péninsule valérienne, amenant avec lui 5 de ses dragons et notamment Balerion la Terreur Noire, et à élire domicile sur la petite île volcanique de Père-Dragon dans la baie de la Nera. Il s'agissait alors du point de l'Empire le plus à l'ouest avant qu'il ne disparaisse dans le feu et le sang. Le château de Père-Dragon fut construit avec le feu des dragons Targaryens et bientôt la vision de Daenerys se réalisa. La maison Targaryen restèrent alors les solitaires seigneurs de Père-Dragon jusqu'à ce qu'Aegon, qui comme on le sait conquit les 7 couronnes sauf Dorne et les unifia en un seul royaume où sur le trône de fer siégeait un seul roi, perpétua l'ancien nom valérien de la lignée du conquérant. La maison Targaryen restèrent alors les rois des 7 couronnes ainsi que les princes de Père-Dragon et de l'Estival jusqu'à ce que le roi fou soit détrôné par la rébellion menée par Robert Baratheon. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur tous les rois Targaryens en bref sur le sujet. À l'heure de la timeline principale, la maison Targaryen survit à travers la reine Daenerys Targaryen première du nom, ainsi qu'à travers Jon Snow, en réalité fils de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark, ainsi que le prétendant Aegon VIe du nom dans les livres. Ce sont les 3 têtes du dragon. La maison Velaryon, l'ancien, le vrai, le brave. Mis sur le devant de la scène à travers leur implication dans la danse des dragons, représentée dans House of the Dragon, les Velaryons sont historiquement la deuxième grande maison valérienne de Westeros. Et non, je le précise tout de suite, ils ne sont pas éteints, même dans la timeline principale. Durant la fuite de Lord Aenar Targaryen vers Père-Dragon, celui-ci amena avec lui 2 de ses maisons vassales, les maisons mineures Velaryon et Celtigar, qui se sont quant à elles installées sur l'île de Lamarck et sur Pince Hill respectivement. Comme l'explique Corlys Velaryon, un de ses membres les plus célèbres, les Velaryons n'étaient pas des seigneurs dragons et n'ont jamais eu de dragonnier avant son ère. Ils excellent dans le domaine maritime et ont souvent disposé d'une des flottes les plus puissantes de Westeros durant son histoire. Corlys, dans sa jeunesse, a, comme il l'affirme, construit la fortune de sa maison à travers ses légendaires 5 voyages d'exploration sur les 14 océans du monde connu. L'ensemble des richesses et des artefacts d'une valeur inestimable que celui-ci a ramené, certains ornant notamment la fameuse salle des 9, propulsa sa maison à la 2e place des maisons les plus puissantes, les plus riches et les plus importantes du royaume derrière la maison royale de leur suzerain Targaryen. Corlys fit construire Marée Haute, un château à la gloire de la maison qu'il a construit, et épouse la princesse Rhaenys Targaryen, la reine qui jamais ne le fut, ainsi qu'il maria son fils Laenor à la future reine légitime Rhaenyra Targaryen première du nom, bien que leurs enfants ne sont évidemment pas de lui. Sa femme Rhaenys montait le dragon Mélys, son fils Laenor le dragon Fumée des mers, et sa fille Laena qui épousa Daemon Targaryen monta brièvement le dragon Vhagar, alors le plus grand et le plus vieux dragon du monde. Sa petite fille Bella monte le dragon Danse Lune, et sa sœur jumelle Rhaena a réussi à faire éclore Osirier, le dernier des dragons, Matin, jusqu'à Daenerys Targaryen. La maison Velaryon possède également une épée en acier valérien nommée Écume. Allié naturel des Targaryens ainsi que vassal historique de pur sang et d'apparence valérienne, de nombreux mariages eurent lieu entre la maison Targaryen et Velaryon. Beaucoup étaient des mariages royaux directs, comme celui d'Aegon IIIe du nom, avec la reine Daenerys Velaryon. La question se pose-t-elle alors, où sont les Velaryons à l'époque de la série? Spoiler alert, la maison Velaryon survit à la danse des dragons, cependant la quasi-totalité de sa flotte est décimée, Marée Haute est détruite et son port aux épices ne sera jamais reconstruit. Privé d'une de ses plus grandes richesses, la maison Velaryon tombe progressivement dans l'oubli, bien qu'il continue de souvent servir de maître des navires au sein du conseil restreint de rois Targaryens, comme ce fut notamment le cas sous Aerys II du nom dit le roi fou. Lors du début de la timeline principale, la maison Velaryon ploie le genou devant Stannis Baratheon et décide de suivre sa cause jusqu'à ce que le lord Montfort Velaryon soit tué par l'attaque de Tyrion avec le feu grégeois. Son fils,
Monterys Velaryon, lui succède alors, mais seulement âgé de 6 ans, il ne peut pas rendre sa maison réellement présente durant l'effort de guerre. Toutefois, des hommes Velaryon sont vus avec Stannis durant son attaque contre le roi d'au-delà du mur, Mance Rayder, et un bâtard de la maison Velaryon, Oren Waters, sûrement le personnage le plus based de toute la série, rejoint le conseil restreint de la reine régente, Cersei Lannister. Profitant du fait qu'elle tombe sous son charme pour obtenir la charge de toute la flotte royale, celui-ci disparaît dans le détroit avec la dite flotte avant de devenir un roi pirate. En bref, si les Velaryon ne sont pas présents dans Game of Thrones, c'est parce qu'ils n'ont jamais réellement récupéré tout ce qu'ils ont perdu durant la danse des dragons, ainsi que parce que leur place dans l'histoire reste minime, bien qu'ils existent encore, et que leur nom apparaît sporadiquement dans le lore à l'instar de la maison Hightower. La maison Celtigar, sûre et inébranlable. Vassaux directs des Targaryens les ayant également accompagnés dans leur fuite vers Westeros, la maison Celtigar est la troisième maison valérienne des 7 couronnes communément reconnue. Leur insigne représentant un semis de crabe rouge sur fond blanc est certes moins impressionnant que le dragon rouge sur la bannière noire des Targaryens, ainsi que leur nom moins évocateur, et pourtant cela n'empêche pas la maison Celtigar d'être empreinte d'une riche histoire, remplie d'honneur et de prestige. En effet, au cours du 1er siècle, durant la conquête, la maison Celtigar reste proche de la maison Targaryen et du pouvoir royal. Lord Alton Celtigar devient la troisième main du roi d'Aegon Ier de l'an 9 à l'an 17. Lord Edwell Celtigar sert comme main du roi à Maegor Ier de l'an 45 à l'an 48, puis comme grand argentier pendant la régence du roi Jaehaerys Ier de l'an 49 à l'an 50. Et ses filles Prudence et Prunella deviennent dames de compagnie de la reine Alysanne. Durant toute cette période, les Celtigar s'avèrent loyaux, mais leur efficacité et leur ingéniosité sont souvent remises en compte. N'en prouvent leurs revendications constantes sur les impôts qui émanent de la presqu'île de Claquepince, que la reine Visenya avait exempté de payer des impôts à nul autre seigneur qu'au trône de fer lui-même, en guise de récompense pour leur soumission rapide durant la conquête. Leur proximité avec les Targaryens leur permet toutefois de conclure de prestigieux mariages. Pendant la danse des dragons, Bartimos Celtigar, qui est présent durant l'épisode 10 de House of the Dragon, durant le Conseil Noir, sert alors de grand argentier du conseil restreint de la reine Rhaenyra Targaryen. Durant la timeline principale, le Lord Ardrian Celtigar contribue à l'effort de guerre de son seigneur lige Stannis Baratheon avec un navire orné nommé la Pince Rouge, avant d'être capturé durant la bataille de la Nera et de ployer le genou devant le roi Joffrey Baratheon. Le château des Celtigar recèlerait de fabuleux trésors, témoins de leur richesse. Parmi les propriétés de Lord Ardrian Celtigar, il y a des tapis myriens, du verre volantin, des assiettes en or et en argent, des coupes ornées de pierres précieuses, de magnifiques faucons, un aigle de mer dressé, une hache en acier valérien, des coffres de rubis, une corne censée invoquer des krakens de sous la mer et de nombreux vins. La maison Coerys, 100%. La maison Coerys est la première maison éteinte de notre liste. Ils étaient les tout premiers seigneurs de la titanesque forteresse d'Arenhall, ainsi que la première maison à tomber victime de la malédiction qui est dit hanter ces lieux. Leur emblème reprend celui de la maison Chenue, en transformant leur insigne en 4 crânes barrés de flammes, moquant le trépas de ses derniers membres. En effet, Aegon le Conquérant, après avoir brûlé le gigantesque monument à la gloire du dernier roi ferné de la lignée des Chenus, le tyrannique Arène le Noir, s'est vite rendu compte que le château était tellement massif que même une fois réduit à l'état de simple ruine, il subsistait encore une formidable place forte. Afin de l'occuper, Aegon Ier du nom donna alors le titre de seigneur d'Arenhall à un de ses proches, Quenton Coerys, qui avait servi comme maître d'armes de Père Dragon, ainsi qu'il était un ancien compagnon de bataille du roi Dragon. La descendance valérienne de la maison Coerys est confirmée, toutefois l'on ne sait pas si ses membres possèdent les cheveux argentés des Valériens, étant donné que la généalogie de Quenton est inconnue et sûrement ancrée dans le petit peuple parmi les habitants de Père Dragon, présents sur les villages de l'île depuis l'arrivée des Targaryens. Afin de forger une puissante alliance loyale aux Targaryens, au sein du royaume récemment unifié, Quenton Coerys épouse alors la fille du Lord Edmund Tully, son seigneur lige. Toutefois, il décède rapidement en l'an 9, seulement 7 ans après son investiture comme seigneur d'Arenhall, et sa lignée ne survivra pas plus longtemps. Son petit-fils, Gorgon Coerys, lui succède, mais celui-ci se taille vite une réputation épouvantable dans tout le royaume. En effet, Gargon était un homme extrêmement vénal et lubrique, abusant en outrage de l'abominable tradition de la première nuit, qui autorise un seigneur à se présenter à n'importe quel mariage organisé par un de ses sujets, et de réclamer d'être le premier à déflorer la mariée devant les dieux. Il est dit que Gorgon assistait à tellement de mariages, notamment ceux des filles de ses sujets et vassaux directs, que celui-ci avait gagné le surnom de Gargon l'invité. Pour vous donner une idée du genre d'homme que Gorgon devait être, ainsi que les dommages que cette pratique peut causer, laissez-moi vous rappeler que Ramsay Bolton est né justement d'un viol lié à la traduction de la première nuit, même si celle-ci avait été abolie depuis le temps de Jaehaerys Ier, commis par Roose Bolton. Néanmoins, ces actes ne restèrent pas sans conséquence bien longtemps. Cette attitude décadente a mené à la chute directe de la maison Coerys. Lord Coerys aurait couché avec tellement de filles de ses vassaux abusément
tellement qu'ils finirent par le trahir quand l'autoproclamé petit-fils d'Aren le Noir, un prétendant ferné nommé Aren le Rouge, cherche à entrer dans le château afin de reprendre la forteresse de la famille dont il prétend faire partie. Celui-ci n'aurait pas pu pénétrer dans l'enceinte du château si, de par leur haine de Gargon, ses sujets et vassaux n'auraient pas été aussi facilement convaincus de lui ouvrir les portes d'Arenhall. Une fois à l'intérieur, Aren le Rouge et ses partisans tuèrent tous les membres restants de la maison Coeris, faisant disparaître leur lignée. La maison Coeris disparut durant le règne d'Enys Ier, le premier fils du conquérant, et il est facile de deviner pourquoi le pouvoir royal targaryen en place ne fit rien pour empêcher leur chute inévitable. Si vous ne le savez pas déjà, il y a une raison bien précise pour laquelle les familles valériennes, pas uniquement les Targaryens, pratiquent un inceste rituel et traditionnel au sein de leur dynastie. C'est à cause des dragons. Car seule une personne de lignée valérienne directe, une personne qui a le sang de l'ancienne Valyria dans ses veines, a le pouvoir de contrôler un dragon. Ce pouvoir, il s'agit d'un lien métaphysique né dans le feu, le sang et la magie noire. Si les Targaryens se marient entre frères et sœurs, c'est pour conserver ce pouvoir dans leur famille. À une époque où les dragons étaient encore une solide réalité à Westeros, les fils du conquérant pouvaient-ils vraiment autoriser que Lord Coeris transmette le sang du dragon à toute la descendance de ses sujets qui deviendraient tout autant d'ennemis potentiels? Absolument pas. Qui sait, peut-être qu'un jeune prince Maegor a envoyé lui-même ce faux petit-fils d'Aren pour faire le ménage et se débarrasser de cette honte à la culture valérienne. Le cas de Gargon Coeris est l'exemple parfait de la raison pour laquelle la bonne reine Alysanne réussit à convaincre son frère Mari, le roi Jaehaerys Ier, d'interdire la tradition de la première nuit dans toutes les 7 couronnes. Une fois éteinte, Arenhall est donnée à la maison Hypervoix et le nom Coeris fut effacé des mémoires. Il est dit que la maison Coeris possédait une dague en acier valérien nommée Subterfuge qui aurait, selon la légende, été plantée dans le dos d'une centaine de seigneurs dragons du temps de l'ancienne Valyria. La maison Baratheon, nôtre est la furie. Oui, vous avez bien entendu, beaucoup l'oublient, mais la maison des suzerains des terres de l'orage, puis des 7 couronnes, est à la base une maison d'origine valérienne. En effet, le premier homme à prendre le nom Baratheon fut Lord Horys Baratheon, qui était selon toute vraisemblance le demi-frère bâtard du roi Aegon Ier. Celui que le conquérant nomma sa forte main droite, considérée comme la première vraie main du roi, n'était alors qu'un simple bâtard aux cheveux bruns avant la conquête. Toutefois, durant la bataille du dernier orage, où lui et son host firent face à l'armée du dernier roi de l'orage, Argilac l'Arrogant, de la maison Durandon, c'est bien Horys qui porta le coup final au roi et le vaincut de sa propre main en duel singulier. Continuant l'avancée jusqu'au port de l'imprenable place forte d'Accalmie, la fille du roi Argela se couronna fièrement reine de l'orage et annonça à Horys que s'il voulait sa forteresse, il devrait la réduire en cendres comme pour celle d'Aren le Noir. À la place, sa propre garnison la trahit face à la mort du roi sur le champ de bataille et la livra nue et battue à Horys Baratheon, qui fait alors châtier les traîtres, épouse la princesse qu'il traite avec la plus grande des courtoisies et décide de prendre les mots ainsi que l'emblème royal de la lignée de son père, le cerf couronné, en signe d'hommage. C'est ainsi que la maison Baratheon que l'on connaît aujourd'hui est née. Au cours de l'histoire des 7 couronnes, les maisons Baratheon et Targaryen sont toujours restées proches, bien que souvent frappées d'une relation d'amour-haine plutôt marquée. Beaucoup de mariages eurent lieu entre les deux maisons, l'on peut le voir notamment dans House of the Dragon quand lors du tournoi donné lors du premier épisode, Rhaenys Targaryen reçoit la faveur de son cousin Bormund Baratheon. Une fois que la rébellion de Robert est terminée et que les Targaryens sont en disgrâce, une des justifications pour que Robert prenne justement le trône est en effet le fait que sa grand-mère était la princesse Rhaelle Targaryen. Si le règne des Targaryens reçut le soutien ferme et constant des Baratheon, il y eut toutefois des heurts, notamment après la danse des dragons et lors du mariage du prince Duncan Targaryen dit le Petit avec une jeune fille errante, alors que promis à une fille de Lord Lyonel Baratheon, mariage qui conduisit Lord Lyonel à la rébellion et à se proclamer comme roi de l'orage. Le calme revient à la suite d'un duel judiciaire entre lui et Sir Duncan le Grand de la garde royale du roi Aegon V du nom. Il est important de rappeler qu'à l'heure de la timeline principale, dans les livres, la lignée des Baratheon de sang pur se perpétue à travers Stannis et sa fille unique Shireen, qui sont toujours vivants, ainsi qu'à travers Edric Storm, fils bâtard du roi Robert Baratheon, entre parenthèses le personnage de Gendry dans Game of Thrones. La maison Regard, l'union par la vérité. Sûrement l'une des maisons valériennes les plus intéressantes à travers tous les événements historiques passionnants dans le lore, où la maison Regard se trouvait soit être mêlée, soit à être un des instigateurs principaux de ces événements. La famille Regard était une puissante famille de banquiers lyciens qui contrôlait la puissante banque Regard. Sous le règne d'Aegon III du nom, leur banque était devenue tellement puissante qu'elle surpassa même la célèbre banque du fer de Braavos. Ils possédaient une épée en acier valérien appelée Vérité. Leur maison est à la fois éteinte à Westeros étant donné que plus aucun de ses membres n'y possède ni terre ni titre, et elle continue à la fois d'exister, bien que beaucoup moins puissante, d'ailleurs quasiment insignifiante, sur l'île de Lys dont elle est originaire. Lys est une des 9 cités libres ainsi qu'une île située au sud de la pointe ouest d'Essos et au nord des îles d'été. Il s'agit de la patrie de naissance de Varys notamment. C'est un havre de commerce, de banque et de richesse, ainsi que de paix. Ancienne colonie
famille valérienne, les habitants de Lys portent encore, pour la plupart, la trace d'une forte appartenance au sang valérien, de par leurs cheveux argentés et leurs yeux violets caractériels à la descendance de l'ancienne Valyria. C'était le cas de la famille Rhogar. Pour cette partie de leur histoire, principalement liée à la danse des dragons, je ne vais pas vraiment avoir d'autre choix que de passer par le territoire du spoiler. C'est du spoil léger, mais si vous ne voulez pas possiblement voir des éléments qui peuvent vous spoiler la fin d'House of the Dragon vous êtes révélé, alors passez au timestamp suivant. Pendant la danse des dragons, la triarchie avait capturé le prince Viserys Targaryen, fils cadet de la prétendante au trône de fer Rhaenyra Targaryen et de Daemon Targaryen. Quand la guerre commence à tourner à son désavantage, Rhaenyra commence à être terrifiée que d'autres de ses fils ne puissent périr sur le champ de bataille. Elle les envoie donc en exil protectif de l'autre côté du détroit, à Pentos, sur un bateau nommé le Guet-Abandon. À bord se trouve son fils Aegon qui deviendra Aegon IIIe du nom, son fils Viserys qui deviendra Viserys IIe du nom, les deux bébés qu'elle présente à son père le roi Viserys juste avant sa mort. Jaehaerys Velaryon, Jace, est chargé parmi d'autres dragonniers de protéger la flotte face à la triarchie qui s'est déclarée pour le roi Aegon II grâce à Otto Hightower. La flotte est alors attaquée et Jaehaerys ainsi que son dragon Vermax est tué par des scorpions de la triarchie. Apeuré car encore très jeune, Aegon saute alors sur son dragon nuée d'orage, à peine assez large pour le porter sur son dos, et se voit contraint d'abandonner son petit frère et son jeune dragon afin de s'enfuir. Aegon III, une fois devenu roi après la danse des dragons, ne se pardonnera jamais d'avoir abandonné son petit frère, porté disparu et considéré mort depuis. Le jeune prince est en fait confié au Rhogar et leur fille, Lara, devient son épouse. Le prince Viserys est finalement libéré et rendu au roi grâce à l'intervention de Lord Alyn Velaryon. Cet acte n'est pas sans importance, car Viserys fut un élément indispensable tout au long de sa vie à la stabilité du royaume, ainsi qu'il était la seule personne qui savait rendre Aegon III heureux. Il est aussi capital de rappeler qu'étant donné que tous les enfants d'Aegon III vont périr d'une manière ou d'une autre, la lignée des Targaryens continue avec celle de Viserys II. Ce qui signifie que si les Rhogar se seraient contentés de juste tuer ou de ne simplement jamais rendre Viserys, la lignée des Targaryens se serait sûrement éteinte, ce qui signifie que Daenerys Targaryen et Jon Snow n'auraient jamais vu le jour et le monde aurait sûrement été sans défense face à la menace des marcheurs blancs. Le retour de Viserys à son frère, qui fut traité comme il se doit à Lys, se fait toutefois sous forme d'échange. Des titres et des seigneuries sont accordés à la maison Rhogar, ainsi que des sommes d'argent colossales, et le déplacement des actifs du trône de fer est effectué entre la banque de fer de Braavos et la banque de Rhogar de Lys. Une partie de la famille Rhogar s'installe alors à Port-Réal avec Viserys. Ils sont notamment mêlés au siège secret où le régent comploteur d'Aegon III, le détestable Unwin Peake, essaie de prendre le pouvoir en faisant accuser les Rhogar de complot contre la couronne. Il n'y arrive pas, les conspirateurs comme Sir Marston Waters sont tués et ses forces sont repoussées lorsque le jeune roi Aegon III s'impose enfin face à ses régents. Je pense que le siège secret mérite sa vidéo à part entière, donc j'en discuterai pas plus en détail durant celle-ci. Leur alliance avec les Targaryens renforce l'influence des Rhogar, d'autant qu'ils arrivent aussi à établir un mariage avec la maison Martell de Dorne, toujours indépendante des 7 couronnes. Le chef de la famille, Lysandre Rhogar, devient premier magistrat de Lys à vie au cours de ce que l'archimestre Galdane nomme la tyrannie de velours. Toutefois, à une date inconnue, Lysandre meurt à un jour d'écart de son frère, Drazenko, prince consort de Dorne. Les Rhogar perdent rapidement en influence, l'héritier de Lysandro, Lysaro, se ruine et se heurte aux autres magistrats de Lys. Ses frères sont accusés de complot dans les 7 couronnes et perdent leur titre de noblesse un par un. Lysaro Rhogar meurt dans le temple du commerce à Lys, flagellé par ses créanciers. Son frère, Moredo Rhogar, mène alors une armée contre Lys quelques années plus tard, sans doute pour venger la mort de son frère. L'on ne sait ce qu'il arrive ensuite, mais les Rhogar perdent en influence et deviennent une maison mineure de Lys. Lara Rhogar, femme du futur Viserys second du nom, finit par quitter la cour et retourner à Lys. Celle qui aurait pu être la reine des 7 couronnes ne s'est en effet jamais plu à la cour et n'a même jamais fait l'effort d'apprendre à parler la langue commune. La mort suspecte et soudaine de beaucoup de leurs membres importants laisse facilement entrevoir la théorie selon laquelle, afin de se venger de leur perte d'actifs, la banque de fer de Braavos ait pu charger l'ordre des 100 visages d'exterminer la famille Rhogar, ce qu'ils ont accompli en termes de puissance à Westeros comme à Lys. La maison Longzo. La maison Longzo est une maison peu connue et peu reconnue, mais de descendance valérienne directe, bien qu'il s'agisse d'une branche bâtarde, voire cadette, des maisons Velaryon et Targaryen. En effet, la maison Longzo est née de la descendance bâtarde de la princesse Helaena Targaryen, fille d'Aegon III, ainsi qu'une des sœurs que Baelor Ier enferma dans son coffre-fort de chasteté afin de se protéger de la perversion, et du grand amiral Alyn Velaryon, lui-même un bâtard légitimé à la tête de la maison Velaryon. Qui était dit être né d'un amour pur entre Helaena et Alyn, c'est Jon qui réussit à se tailler un nom et à devenir un grand chevalier durant le règne de Daemon II. Il participa sûrement d'ailleurs à la première rébellion Feu Noir. Il réussit à obtenir un mariage prestigieux et en récompense hypothétique de ses actes de bravoure, il lui fut donné un
un humble limbo de terre aux portes de Port-Réal, de l'autre côté de la Nera. Son fils, aussi un grand chevalier, afin de retirer le fardeau de la bâtardise sur son nom de famille, a ajouté Long aux Waters, attribué aux bâtards nés dans les terres de la couronne, ce qui donne en français Longzo. Étrangement, les membres de la maison Longzo n'ont pas l'air de recevoir la considération qu'ils méritent à la cour. Peu les reconnaissent comme descendants des Velaryon et des Targaryens, voire même comme une maison d'origine valérienne, alors pourtant que John Waters, le fondateur de leur lignée, avait un parent de chacune de ces maisons, faisant de lui un héritier direct du sang du dragon. L'on peut le voir quand dans les livres, Rénifer Longzo, le sous-geôlier chef des cachots royaux du Donjon Rouge de Port-Réal, raconte l'histoire de sa famille à Jaime Lannister, auprès duquel il se vante d'avoir une goutte de sang targaryen, ce que celui-ci réfute comme les propos d'un vieil homme sénile et à côté de la plaque. Ce déni de reconnaissance est sûrement lié au fait que la maison Longzo provient d'origine bâtarde, lointaine, ainsi que de celui qui ne sont que des vassaux très mineurs dans les terres de l'orage, rendant leur histoire pourtant véridique comme peu crédible aux yeux des grands seigneurs de Westeros. La maison Feu Noir, nous portons l'épée. En parlant de branche cadette d'origine bâtarde, ainsi que peu reconnue comme légitime, parlons maintenant de la maison Feu Noir. Je vais pas entrer nécessairement dans les détails ici, étant donné que les rébellions Feu Noir méritent aussi une vidéo à elle seule. Cela dit, il est impossible de parler des maisons valériennes sans mentionner la maison du Dragon Noir. La maison Feu Noir est née de la bêtise et de la malveillance du roi Aegon IV du nom, qui avait engendré une multitude de bâtards royaux, comme on le sait déjà. L'un de ces bâtards, Daemon Waters, remporta un tournoi d'écuyer à l'âge de 12 ans. Pour le récompenser, Aegon IV lui donna Feu Noir, l'épée des rois qui appartenait à Aegon le Conquérant, et transmit d'héritier en héritier du trône de fer, après avoir adoubé Daemon. S'il agit ainsi, c'était pour délégitimer son fils et héritier légitime, Daeron Targaryen, qui deviendra Daeron II après sa mort. Toutefois, beaucoup utilisèrent cet acte pour affirmer que Daemon, qui avait maintenant pris le nom de son épée Feu Noir, après qu'Aegon IV ait légitimé tous ses bâtards sur son lit de mort, était plus digne et plus légitime que Daeron de régner sur les 7 couronnes. Voici ce qui lança, parmi d'autres choses, les 5, voire 6 rébellions Feu Noir. Paradoxalement, pour une maison qui revendiquait le trône de fer de Westeros, la plupart des Feux Noirs ont vécu plus longtemps à Essos qu'à Westeros. Dans les terres disputées entre Myr, Tyrosh et Lys, à l'est de Dorne, d'où le prétendant Maelys Feu Noir premier du nom dit le monstrueux a lancé son attaque sur les degrés de pierre, ces terres ont plus souvent appartenu à la maison Feu Noir qu'à toute autre entité politique stable durant les 2 siècles précédents. L'on peut alors argumenter que leur vrai royaume s'est construit là-bas. À l'heure de la série principale, celle des livres, la maison Feu Noir est considérée comme éteinte, Maelys le monstrueux étant le dernier membre de la lignée masculine. Mais qu'en est-il de la lignée féminine? Une théorie populaire prétend que l'épouse décédée d'Illyrio Mopatis, Sahara, aurait en fait été une descendante des Feux Noirs et que le prétendant Aegon VIe du nom Targaryen serait en fait son fils ainsi qu'un Feu Noir. Qui sait, si un jour les vents de l'hiver viennent à sortir, peut-être que nous saurons enfin la vérité. La maison Vrai Feu, la flamme de la vérité. La maison Vrai Feu est aussi une maison bâtarde, descendante a priori de la maison royale d'Aegon le Conquérant. C'est une maison que vous verrez dans House of the Dragon, mais vu que je trouve ce personnage en particulier vraiment passionnant, je vais vous présenter cette maison brièvement avec le moins de spoilers possible. Il y aura un moment, durant la danse des dragons, vers la fin de la danse des dragons, où la ville de Port-Réal ainsi que le Donjon Rouge ne sera tenu par aucun des prétendants au trône de fer, que ce soit Aegon pour Rhaenyra première. À ce moment-là, la ville souffre déjà de la guerre depuis longtemps, et sans dirigeant concret, la ville tombe rapidement dans le chaos. Plusieurs membres du petit peuple essayent alors de profiter de cette situation pour tirer leur épingle du jeu. Un chevalier nommé Perkin la Puce a avec lui comme compagnon de voyage un écuyer de 16 ans, Tristan, qui possède les attraits typiques des Valériens, les cheveux argentés et les yeux violets. Perkin profite du chaos pour convaincre Tristan, qui ne connaît pas ses vrais parents, qu'il est en réalité le bâtard du roi Viserys Ier, et celui-ci va le couronner ainsi devant toute la cité. Tristan prend alors la tâche très au sérieux, il prend le nom de famille Vrai Feu pour affirmer sa légitimité, adopte une bannière à guenilles, prend résidence dans le Donjon Rouge et monte sur le trône de fer. Il fait de son mieux pour restaurer l'ordre dans la ville, scindée entre d'autres aspirants au trône de fer sur les 3 collines de la ville. Il réussit toutefois à préparer les défenses de la ville de manière efficace, à conserver une forme de stabilité fragile à Port-Réal et à soulager les pauvres en les autorisant notamment à chasser dans le bois du roi pour calmer les famines qui ravageaient la capitale. Il se comporte alors en roi vertueux et capable, même s'il est en réalité la marionnette de Sir Perkin qui lui murmure des conseils à l'oreille. Il essaye également de créer une unité sans en passer par la violence au sein de la capitale. Mais il finit par être trahi par la puce lorsque l'un des 2 prétendants de la danse des dragons dont je tairai le nom vient se saisir de la cité. Tristan Vrai Feu est alors arrêté. Il agit alors dignement pour affronter son destin jusqu'à ce qu'il réalise que c'est son chevalier qui l'a trahi. Il perd alors ses moyens devant le monarque en présence. Face à son exécution imminente pour avoir usurpé le trône de fer, Tristan demande alors à un des membres de la garde royale, bâtard de naissance comme lui, de l'adouber avant qu'il ne meure. Celui-ci accepte
et le fait Sir Tristan Feu, car vrai feu fait bien trop légitimiste, avant de le décapiter avec l'une des 2 épées valériennes de la maison Targaryen. Il meurt sans héritier et sa maison s'éteint aussi vite qu'elle est apparue. La maison Cheveux Pâles. Durant la même période, Gaemon Cheveux Pâles, alors âgé de 5 ans, était le bâtard d'une prostituée, Essie, et d'un père inconnu. Au cours du soulèvement de Port-Réal en l'an 130, il fut proclamé roi par les prostituées de la maison des Baisers pendant la lune des 3 rois. Capturé à l'instar de Tristan Vrefeu, il est quant à lui pardonné en raison de son jeune âge et devient la pupille de la couronne. Pendant un temps, il devient le seul ami du roi Aegon III Targaryen, ainsi que son échanson, son goûteur et son garçon de fouet. Les 2 garçons, âgés de simplement 5 ans d'écart, deviennent inséparables et forment une des relations les plus attachantes de toute la série, bien que celle-ci fût courte. De par ses fonctions, Gaemon passe tous ses repas avec le jeune roi, et recevra même l'honneur d'être l'annonceur du mariage entre Aegon et la lady Daenerys Velaryon. Aegon III, traumatisé et de nature triste et renfermée, voit en Gaemon une fenêtre ensoleillée qui éclaire sa mélancolie. Le roi ira même jusqu'à proposer à ses régents que Gaemon soit désigné héritier du trône de fer étant donné qu'il a déjà été roi, entre guillemets, auparavant. Il meurt empoisonné au cours d'un repas en l'an 135 en sa qualité de goûteur du roi, sauvant ainsi son ami d'une mort certaine. À sa mort, Aegon est inconsolable et les conspirateurs qui le visaient seront condamnés après le siège secret. Ses cheveux étaient très pâles, pratiquement blancs, d'où le nom de la maison qu'on lui a attribué. Mort à l'âge de 10 ans, donc sans descendance, sa maison s'éteint. Donc voilà, maintenant vous connaissez toutes les maisons valériennes des 7 couronnes, leur origine ainsi que leur histoire et leur influence sur la saga. Petite mention d'honneur pour les maisons qui ont déjà épousé des membres de la maison Targaryen, sans être eux-mêmes d'origine valérienne. L'on y compte la maison Nymerios Martell, la maison Arryn, la maison Hightower, la maison Westerlin, la maison Costain, la maison Hypervoix, la maison Bracken, la maison Nerbosque, la maison Prune, la maison Dane et la maison Stark si vous comptez Lyanna Stark bien sûr. Je pense en avoir oublié aucune, alors faites-moi savoir dans les commentaires si vous les connaissez toutes et si ce n'est pas le cas, laquelle des maisons vous avez eu le plus de plaisir à découvrir aujourd'hui. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux quel sujet vous avez envie que je traite ensuite. Et sur ce, je vous revois bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!